Hey, bienvenue dans Yann et Franco. Aujourd'hui, on a un invité, Jonathan Hamel. Non, il n'est pas ici pour bitcher personne. Il est ici pour nous On parler verra. d'économie. Ça peut arriver, ça peut arriver. On Encore ne sait jamais avec Joe. Ah, On c'est sait ça. jamais avec Joe. Mais on parle d'économie, on parle de découplage entre le pétrole et le dollar canadien. Un sujet fort intéressant, quand même majeur pour notre économie canadienne. Et curieusement, personne n'en parle tant que ça. Fait que, on va peut-être apprendre 2-3 petits trucs intéressants aujourd'hui. Yes, Joe, ben, merci d'être là, premièrement. Plaisir, merci de m'inviter. Les propositions un peu, ben, j'allais dire à la dernière minute, mais c'est parce que j'ai reçu le email de ton Substack avec la publication de l'article, je t'allais le lire, puis je me suis dit, bon, ben, ça va être, plutôt que d'en parler un peu tout croche, on va l'inviter lui-même pour parler de son propre article. Si les gens veulent te lire, donc c'est assez facile, c'est jml.substack.com. Ils peuvent s'inscrire, il y a un newsletter. Je pense qu'il y a une autre manière d'y accéder. C'est l'extrême-droite.com, c'est un peu le running gag. J'ai acheté le domaine, l'extrême-droite.com. C'est ça. Parce que, en fait, vous êtes toutes vous le savez pas, mais vous êtes toute l'extrême droite. C'est très inclusif comme mouvement. On est le nous est très, très inclusif. Oui, c'est pas le même nous que les péquistes. Là. Non, c'est tout le monde est. Du moment que tu n'es pas dans le consensus, ça rentre là-dedans. Fait que c'est ça, tu as publié un article qui s'appelle Le grand découplage qui essaie de répondre à la question pourquoi le pétrole et le dollar canadien ne vont plus de pair. Et ça, tu sais, on en parlait en blague un peu avant de commencer, mais tu sais, c'est un affaire qu'on se fait casser un peu les oreilles avec ça depuis toujours. Là, tu sais, les gens de gauche disent le Canada, c'est une pétro-économie, le pétro-dollar, ce serait pas bon pour le Québec. Bon. Et là, on se dit, c'est curieux qu'il n'ait pas sauté là-dessus, nous dire enfin, l'objectif a été accompli. Le dollar canadien n'a plus l'air à coller directement au pétrole, mais c'est silence radio. Fait que je te laisse un peu peut-être présenter. Là, on a quelques graphiques aussi pour les gens qui se retrouvent à l'intérieur de l'article sur un peu c'est quoi le point le point de départ, puis surtout le point de bascule là, de tout ça. Là. Ben, écoute, comme tu as dit, le Canada, c'était effectivement une pétroéconomie. Le Canada, c'est un exportateur majeur de commodités. Donc, les commodités, c'est quoi? C'est le pétrole, les métaux précieux, l'or, l'argent. Les métaux de base, cuivre, nickel, puis aussi ce qu'on appelle les commodités molles, c'est-à-dire le grain, le bétail, etc. Donc, c'est quand même 45% de l'exportation des exportations canadiennes, c'est les commodités. C'est à peu près 15% du PIB. Donc, on est vraiment une économie de ressources. C'est très important, ça pèse de manière très, très grande dans notre économie. Puis le fait de voir, c'est un phénomène que j'avais observé, parce que bon, en tant qu'investisseur, j'ai toujours un œil sur le pétrole, les commodités en tant que telles. Puis le dollar canadien, ben, je veux dire, on vit au Canada, donc le dollar canadien, ça fait quand même partie de nos vies comme épargnant, comme investisseur. Donc, c'est un phénomène que j'ai remarqué. Puis j'avais lu, il y a eu quelques papiers là-dessus, mais je pense que l'histoire, en gros, c'est que personne ne parle de ça. Quand je dis les médias, il y a quand même des départements, des sections à faire, des sections économiques dans les médias de masse qui n'ont pas vraiment souligné ce phénomène-là, qui affecte quand même la vigueur du dollar canadien, donc le dollar qui est dans vos poches. Donc, je pense que c'est un peu ça. C'est un peu ça l'histoire. Et rapidement, là, si on peut le visualiser, quand je peux partager. C'est quelque chose qui est important, ce que tu dis là, parce que le couplage, si on veut, avant, donc le fait qu'il y avait une corrélation assez forte entre la direction du dollar canadien et le prix du baril de pétrole, ben, on avait un certain avantage avec ça, dans le sens que quand le baril partait à monter rapidement, mais qu'également le dollar canadien montait rapidement, ça gardait les pressions inflationnistes relativement stables quand même. Parce qu'on était capable, avec un meilleur dollar, on était capable de plus facilement importer ou des trucs comme ça. Tu baisses le coût de tes importations. C'est ça, exact. C'est mentionné, c'est la Banque du Canada, pour elle, ça faisait partie de ses forces, si tu veux, d'avoir ce couplage-là. Et c'est arrivé précisément rappelez-vous, là, en début 2022, deuxième trimestre, on commençait à monter les taux. Puis finalement, vous rappelez-vous, c'était supposé être transitoire, c'était supposé durer. Il était supposé avoir 7 baisses de taux en 2024. Donc, début 2023, finalement, ils n'ont pas baissé. Ils ont commencé à baisser, mais bref.
L'histoire aussi, c'est que pendant que la Banque du Canada et tous les experts TM économiques nous martelaient sur comment combattre l'inflation, il n'y a personne qui a souligné le fait qu'un des outils majeurs qu'on avait avant, c'est-à-dire la corrélation du dollar canadien avec le pétrole, avait complètement disparu. Donc ça, je pense que ça fait aussi partie là, du gaslighting généralisé des médias de masse qui, finalement, ils s'intéressent-tu vraiment à l'économie, ce monde-là, ou c'est une pièce de théâtre? Là? Mais penses-tu qu'ils vont parler de ça genre dans 2-3 ans? Parce que l'inflation, moi, je me rappelle, toi, tu parlais de ça, Yann parlait de ça, et c'était pas mal. Ça faisait, tu sais, dans le cercle, c'était pas mal ça. Il y avait du monde dans le Canada anglais, ailleurs, évidemment. Mais on nous disait que l'inflation, dans un premier temps, il n'y en avait pas. Ben, c'est ça, c'est toujours le meme. Tu te rappelles, il n'y a pas d'inflation, l'inflation monte. Puis après ça, c'est inflation is here. Why, pourquoi c'est bon? C'est toujours l'espèce de gaslighting par phase de la cause générale, si tu veux. Fait que, mais et la cause a s'était modifiée à chaque étape. Ouais, la guerre en Ukraine, les supply chains. Les supply chains en Chine, la guerre en Ukraine. Après ça, on nous a dit, là, on ne sait pas trop, là, il y a comme autre chose, là, ça devenait un peu n'importe quoi. Je vais faire apparaître ton share screen à l'écran. Ouais, tu vois ici, on voit très clairement le phénomène. Donc, la ligne rose, c'est le dollar canadien. C'est le cours, en fait, Canada-USD, donc la vigueur du dollar canadien versus le dollar américain. Puis en orange, c'est les cours du pétrole. Puis on voit à partir de... Ça a toujours généralement corrélé. Là. Vous voyez, même s'il y a des petits écarts, éventuellement, ça finit toujours par maintenir la même corrélation. Mais à partir de début 2022, en fait, ça avait commencé un peu en 2021, on voit ici que ça a complètement découplé. Puis même qu'à par moment, il y avait une corrélation inverse, c'est-à-dire que le pétrole montait puis le dollar canadien baissait. Donc, c'est quand même une inversion de tendance qui est majeure là, dans l'histoire. Puis je te dirais que l'autre, si tu veux le visualiser d'une autre manière, ben, avec des chiffres. Ce qui est important de dire aussi, c'est que des fois, un découplage comme ça peut être une très bonne chose également, dans le sens que si ton économie se diversifie énormément, tu te mets à produire beaucoup plus de produits transformés, finis, plutôt que d'exporter de la matière première. Tu dis, écoute, on a accompli quelque chose d'intéressant. Si on était devenu un producteur de microchips, par exemple, puis ça a fait en sorte que notre dollar s'est découplé, ben, tu dis, il n'y aurait pas de problème là. Mais là, tu te dis, non, t'as peu, là, c'est qu'on perd. C'est ça dans quoi qu'on était vraiment bon, on est un peu moins bon qu'avant. Fait que là, tu te dis, ouais, là, c'est pas le même impact. Là. C'est pas si reluisant que ça, un découplage à ce moment-là. Ouais, puis si tu regardes tous les indicateurs économiques entre ces périodes-là, en mettons de 2016 à 2022, ben, on a le PIB par habitant, PIB par habitant est revenu à peu près à 2015. Fait que, c'est pas le signe, effectivement, d'une diversification ou d'une spécialisation de l'économie dans d'autres secteurs. C'est vraiment... C'est un symptôme de quelque chose de plus grand. Puis on le voit ici, regarde sur le graphique, tu vois, en juin 2014, le dollar canadien était à 92 cents, puis le baril de pétrole était à 100 $. Rappelez-vous, là, dans les années 2010, le pétrole avait monté à des sommets quand même. On avait monté, je pense, à 130 $. Puis vous voyez que, puis même à un moment donné, le dollar, rappelez-vous, le dollar canadien valait plus cher que le dollar US. On était allé à 1,10 presque. Une pièce à 10, exact. Puis, si tu vois la deuxième, l'autre événement où le dollar est allé, le baril de pétrole est allé à 100 $ en février 2022, ça, c'était le déclenchement de la guerre en Ukraine. Ça a eu une pression à la hausse sur le baril de pétrole. Puis là, à ce moment-là, tu vois la différence marquée, c'est que le dollar est à 78 cents. Là, on voit clairement que ça a complètement décorrélé. Fait que ça, c'est quand même un indicateur majeur qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Puis tantôt, on a parlé, regarde, le Canada, c'est la 3e réserve de pétrole dans le monde. C'est 10% des réserves connues. Fait que c'est pas comme si c'était quelque chose de marginal. Puis, parce que, rappelez-vous que la promesse de tous les régimes progressistes des années, mettons, 2010 à 2020, c'était l'idée que, on parle d'Obama, on parle de Macron, on parle de l'Allemagne, on parle de Trudeau. Tous ces régimes-là nous avaient vendu l'idée, puis les médias là-dedans, puis il y a un pan de l'économie subventionné qui parlait des ressources green, des ressources de green economy. Ça allait complètement phased out, ça allait complètement éliminer le pétrole. Fait que le fait qu'on voyait le CAPEX diminuer dans ce secteur-là, c'était comme présenté de manière organique. Oh, on sait que ça va être phased out, donc... T'es allé vite un peu, CAPEX. Définissez quoi? CAPEX, investissement de capitaux dans la production. Par exemple, un CAPEX chez Yann Efreng, ça serait de faire un deuxième studio pour mettre plus de chroniqueurs. Donc, étant donné que les compagnies, il y avait des pressions des gouvernements, les médias, tout le monde parlait du fait que ça allait
que tout ça allait disparaître. C'est un peu comme le début du 20e siècle, les gens se promenaient en chevaux, ben maintenant, on a vu des voitures apparaître, fait que l'économie du cheval a comme disparu ou cessé d'être, si tu veux, prédominante. Ben, c'est un peu ce mensonge, c'est une espèce de pièce de théâtre que toujours. Alors qu'en réalité, quand tu regardais la consommation réelle, ça n'a jamais vraiment baissé. Au contraire, ça a même augmenté. Et les prévisions aussi, là, ça n'a jamais été fait. Tu sais, tu regardes, mettons, l'Agence internationale de l'énergie, ils font des prévisions chaque année. Puis, tu sais, la part de gâteau des énergies renouvelables, incluant même le nucléaire là-dedans, on est genre aux alentours de 25 %. Puis la part du pétrole, la demande mondiale, elle ne fait que monter. Là. Et ce qui est important dans ce que Joe a dit, son point sur le CAPEX, c'est les investissements qu'on fait, autrement dit, dans les infrastructures, les investissements qu'on fait en recherche et développement. Écoute, c'est des jobs payants, ces investissements-là, là, pour les Canadiens. Là. C'est le fondement même de notre économie. C'est ce qui nous permet aussi d'être compétitifs. Je veux dire, sans ces investissements-là, le prix du baril de pétrole devait être à des montants astronomiques pour exploiter certains champs de sable bitumineux, veut pas. Puis en améliorant les technologies, tout ça, ben, on est capable d'être compétitif même avec un prix moindre sur le baril de pétrole. Mais je veux dire, ces investissements-là sont fondamentaux pour l'avenir du pays dans le domaine des ressources naturelles. Puis de les voir baisser, c'est pas une bonne nouvelle. C'est absolument pas une bonne nouvelle parce que ça veut dire que tu investis moins en recherche et développement, tu investis moins dans l'innovation, tu n'améliores pas tes techniques, puis c'est des salaires en moins, des salaires très payants en moins au Canada, cette affaire-là. Si tu peux repartager, Frank, Oui. on le voit clairement là, sur le graphique ici. Vous voyez le garde de 2000 à 2014, là, il y a eu le pic d'investissement en gris. Là. Ça, c'est les investissements en capitaux dans la production, dans les infrastructures et la capacité de production canadienne. Puis là, tu vois, ça baissait, le cash flow, c'est-à-dire les revenus qui étaient faits par rapport aux opérations. Tu vois dans les années 2010, ça baissait. Fait que là, ça suivait le narratif ambiant, comme quoi ça allait disparaître. Mais à un moment donné, le pétrole se met à augmenter. Puis là, regarde, évidemment, 2020, il y a le crash, mais là, ça s'est mis à augmenter. Donc, il y a un découplage total également si tu veux, d'investissement versus les cash flows qui sont produits. Les investissements aussi, il ne faut pas oublier, c'est également le transport, les oléoducs, les gazoducs, tous ces trucs-là. Je pense, je veux dire, on a eu au Canada des sagas incroyables avec les oléoducs qui ne se sont pas faits ou qu'on aurait voulu faire ou peu importe. Tu as eu Keystone XL aussi aux États-Unis qui nous a nuit énormément. Mais je veux dire, investir dans l'infrastructure de transport, ça veut dire aussi moins de chemin de fer, moins de dépendance au chemin de fer pour le transport du pétrole. Puis on n'a pas pris cette direction-là, ce qui est une absurdité. Ben, je pense que tu viens de mettre le doigt dessus. Puis ça, c'est un peu comme je te dirais, mon commentaire plus éditorial par rapport à. Parce qu'il y a un article excellent qui a été écrit par Charles Saint-Arnaud, qui est l'économiste en chef de Alberta Central, qui est une espèce de caisse populaire, un credit union en Alberta, qui met vraiment le doigt sur, qui a analysé, il y a quelques aspects techniques là, du papier. Mais en gros, le phénomène, c'est que face à la montée des revenus, puis à la baisse des investissements, ben, les compagnies canadiennes, les compagnies américaines faisaient ça aussi, là, mais c'est surtout canadien, je pense, le phénomène qui nous intéresse, c'est qu'ils ont commencé à retourner cet argent-là aux actionnaires en dividendes pour maintenir, si tu veux, l'attractivité des titres, parce que, tu sais, rappelle-toi, Yann, dans ces années-là, il n'y a pas grand fund manager, il n'y a pas grand gestionnaire de fonds qui recommandait d'acheter ça. Là. Si tu avais correctement analysé le fait que ça allait demeurer, puis vous avez fait des bons investissements pour les portefeuilles que vous gérez, mais en général, la croyance généralisée, c'était que, oh non, on va investir dans le solaire, on va investir dans l'éolien, puis regardez comment ça a fini, toutes ces histoires-là. Puis oublie pas toute la pression des fonds ESG qui voulaient être plus green que green parce que les investisseurs, côté marketing, voulaient des trucs green, voulaient des trucs clean. Fait qu'il y avait une pression sur les fund managers de moins aller vers ces titres-là. Alors qu'en rappelez-vous, puis toute la pression, rappelez-vous, Frank, là, toutes les affaires de divest oil, il y a eu des pressions. Fait que, en fait, il y avait toujours un vent de face par rapport à. Parce qu'il y a une dynamique boursière. Là. Les gens vendent le titre, le prix baisse. Donc, pour maintenir l'attractivité, si on veut, l'industrie, elle n'a pas eu le choix de retourner plus de dividendes pour au moins garder un certain attrait. Et le fait que, ça je pense que c'est majeur, d'ailleurs c'est identifié dans le papier de Saint-Arnaud, le fait que beaucoup des actionnaires des compagnies canadiennes sont des Américains, ben ces dividendes-là se dirigeaient aux États-Unis et n'étaient pas réinjectés dans l'économie canadienne. Donc il y a quand même un flot de devises majeur qui pèse, si tu veux, sur l'économie canadienne. Donc la valeur excédentaire que tu crées avec les profits de ton industrie, une des industries primaires de ton pays,
ben, les capitaux sortent et ne sont pas réinvestis dans la future capacité de production, etc. Fait que c'est quand même majeur. Puis tu le vois ici, là, Yann, sur le secteur. En fait, le secteur de E&P, c'est l'exploration et production. Ça veut dire que c'est tout le secteur production de gaz et pétrole et toutes les compagnies qui tournent autour. La ligne bleue, c'est le secteur canadien, puis la ligne grise, c'est le secteur américain. Ben, ça a toujours également corrélé jusqu'à quand, à peu près jusqu'à quand Trudeau rentre au pouvoir, où là, il commence à avoir un écart. Pourquoi? Parce qu'il y avait justement un vent de face réglementaire où, puis rappelle-toi, il y avait aussi un écart majeur entre le baril de pétrole canadien et le baril américain. Donc, les Américains achetaient le pétrole à rabais pour l'exporter ou le transformer chez eux. Donc, c'était vraiment un catch-22 pour l'industrie canadienne. Et vu que ça fitait dans le temps avec l'espèce de narratif de déclin de cette industrie-là, ben, il n'y a jamais vraiment eu de remise en question. Puis comme tu disais tantôt, au niveau de l'investissement dans les infrastructures, il y a entre 2015 et 2020, il y a 150 milliards de dollars de projets de transport, de production. Il y a des terminaux. Écoute, il y a un projet de 30 milliards au BC de terminaux d'exportation LNG. Puis rappelez-vous, quelques années plus tard, les pays venaient quémander du LNG aussi au Canada, le Japon, l'Allemagne. Il y a aussi tous les projets comme Énergie-Est de transport. Puis ça, si on ne fait pas ça... Le LNG, pour les gens, c'est le gaz liquéfié. Un gaz naturel liquéfié qui est la révolution énergétique, à mon avis, du 20-21e siècle. Et si on c'est des projets qui prennent 4, 5, 10 ans à bâtir et sur lesquels va être assis la production future des commodités. Fait que si on ne le fait pas maintenant, il y a toujours un espèce de délai. Puis ce délai-là, il va être difficile à renverser. Donc, même si un matin, Poilievre est élu, c'est drill, baby drill, on déréglemente, ben, il y a quand même un retard accumulé par rapport à d'autres économies qui est difficile à rattraper. Là. C'est effectivement intéressant. Puis ça a un impact. Ça a définitivement un impact parce que, veut pas, on n'a pas développé un secteur manufacturier au Canada de transformation puis de produits finis si développé que ça. Puis malheureusement, au Québec, c'est un peu mal compris parce qu'on a toujours vu un faible dollar canadien comme étant bénéfique au Québec. Parce que au niveau des producteurs, parce qu'évidemment, on ne parle jamais des consommateurs. Hein. C'est toujours les producteurs, puis ils sont tous subventionnés. Fait qu'on fait juste parler d'eux autres. Mais au niveau des producteurs, on sentait qu'un dollar canadien plus faible aidait, entre guillemets, le Québec parce que ça nous permettait d'augmenter nos exportations éventuellement. Tu as même des Jean-François Lisée qui parlaient de mal hollandais au fil du temps, des conneries de même. Là. Mais la réalité, c'est qu'un dollar faible, ça a toujours nuit aux Québécois consommateurs qui, eux, veulent importer des biens, même des services maintenant, étant donné qu'on est en 2024 et qu'on utilise beaucoup le web. Bien, cette importation-là de biens et services fait en sorte qu'un dollar faible nous coûte extrêmement cher, nous, comme consommateurs, puis ça nous nuit énormément. On a moins d'argent dans nos poches pour investir ou même consommer d'autres produits canadiens. Là. Fait que l'histoire du faible dollar, tout ça, c'est un discours de pays du tiers-monde. Là. Des pays sous-développés, eux, c'est à leur avantage d'avoir des faibles devises parce que justement, c'est des pays qui importent peu, produisent des trucs très primaires. Donc, d'avoir ce discours-là au Québec, c'est un peu étrange. Là. C'est comme si tu disais qu'on était un pays sous-développé. Là. Mais de l'importation, on en fait, là, les téléphones que les gens utilisent, le micro dans lequel je parle, la console, les écrans, tout ce qui est devant moi en ce moment, il n'y a rien qui est produit au Canada. Là. Et encore moins au Québec. Là. C'est tous des produits d'importation. Même dans les secteurs dans lesquels on est producteur, si tu regardes, mettons, le secteur forestier, le secteur minier, le secteur de la construction, tu sais, tous les intrants, toutes les charges, l'équipement, vous regarderez le prix, je me rappelle l'augmentation des prix pour les équipements de forage, les équipements des camions, les camionneurs, il y a beaucoup de camionneurs dans nos auditeurs, l'augmentation des camions, c'est incroyable dans les dernières années. Là. Le prix des voitures, regardez, il y a une surprime ici au Canada sur la plupart de ces produits-là. Le iPhone, s'il était réellement... si le dollar canadien était plus vigoureux, votre iPhone coûterait bien moins cher. Là. Donc, cet argent-là, je veux dire, vous le perdez. Là. C'est pas un bénéfice. Ah oui, mais les exportations vont mieux par rapport à ça. C'est une espèce de trade-off virtuel qu'on ne voit pas vraiment. C'est abstrait, là, cette affaire-là. Ça pèse sur les consommateurs, mais ça serait somehow bénéfique pour on ne sait pas trop qui. Là.
Mais tu sais, je repense au graphique que tu mettais tout à l'heure. Les gens l'ont bien vu là, sur le fait que le Canada est la troisième réserve connue de pétrole au monde. Tu regardes ça, tu vois nos intérêts stratégiques comme nation, comme pays, c'est quoi? Tu te dis comment expliquer après que des politiciens arrivent, gros gens comme Davam, nous disent ben là, nous, on s'en va dans le tout électrique, le pétrole va être interdit, on subventionne des espèces de start-up un peu qu'on ne sait pas trop où ça s'en va, comme Nordvolt, comme Taiga, comme Lyon, comme. C'est toutes il me semble que d'un point de vue de la réelle politique, de l'intérêt géostratégique d'une nation, c'est une catastrophe. J'ai du mal à me l'expliquer. Tu sais, on veut bien arriver dans l'idéologie, puis se dire, mais c'est des gens qui sont un peu illuminés, tout ça, mais maintenant, il me semble qu'il devrait avoir un genre de backstop mental de dire, attendez une seconde. Là, tu sais, il devrait avoir un adulte dans la place qui dit, attendez, là, le Canada, on est des exportateurs, des producteurs de pétrole. C'est aucunement dans notre intérêt, là, ce qu'on est en train de faire là. Non, exact. Puis, tu sais, ça, je pense que ça fait partie de la partie de la mission d'éducation. Je pense que c'est là-dessus qu'il faut miser le plus. L'idée que. Parce que les gens ont la fausse conception, puis j'ai déjà été là aussi, là, c'est pas un jugement que je fais, c'est plus un constat. Les gens ont l'idée que les politiciens, c'est une espèce de conseil d'administration de gens hyper rationnels. Puis là, ils sont assis devant des graphiques. Là, puis là, ils prennent les meilleures décisions possibles pour optimiser, si tu veux, le rendement de l'économie québécoise, pour redonner le plus aux familles et aux entreprises. Mais c'est pas ça. C'est des acteurs politiques intéressés qui prennent des décisions à court terme pour des bénéfices à court terme. Puis il pourrait y avoir Vincent Gelozo qui parlerait de la théorie des choix publics. Ces gens-là, ils ont les deux mains dans votre chéquier, les deux mains sur le chéquier, exemple Fitzgibbon, pour prendre des décisions sur des tendances souvent à court terme, puis des tendances directionnelles. Tu sais, l'idée que le Québec va devenir le pôle mondial des batteries, bon, OK, peut-être, mais ça, rappelez-vous, dans un laps de temps, ça semblait comme l'évidence même, parce que de 2020 à 2021, 2022, tous ces stocks-là montaient, là. Tous les stocks de EV montaient, les fabricants de batteries montaient. Donc, eux, ils ont pu dire, OK, c'est ça qu'on fait. Mais tu sais, en arrière-plan, il y a quand même des tendances de fond qui n'ont jamais diminué, puis qui étaient même je te dirais, tu sais, pendant ces mêmes années-là, moi, c'est absolument fascinant. Moi, je me rappelle, premièrement, rappelle-toi, Frank, tu es probablement un petit peu plus jeune, mais rappelle-toi, il parlait de peak oil. Ben oui, dans les années 2000, c'était la fin du pétrole. Ben oui. Puis, moi, le plus drôle là-dedans, c'est aussi la fin du charbon. La fin du charbon, là, le charbon a fait x3 entre 2020 et 2022. Assez que maintenant, Glencore, il était supposé de Glencore, un des plus grands producteurs qui veulent acheter Tech, voulait se départir de sa division charbon parce que c'était justement tantôt pour des questions de ESG. Puis là, en fait, ils ne veulent plus parce que c'est tellement payant. C'est tellement payant parce qu'il n'y a plus vraiment de production. Puis c'est dur de lancer des nouvelles productions que. Tu sais, souvent, tu as le narratif populaire, puis tu as la réalité économique qui te montre. Ça peut revirer dans l'espace de 2-3 ans. Puis ces politiciens-là, ben, le cycle dans lequel ils agissent et prennent des décisions, c'est ça, c'est un cycle de 2-3 ans. Donc. C'est ça, puis eux, on dirait qu'ils ne prennent jamais acte des pivots du marché. On a compris le 2020, tout ça, bon, l'électrique, mais sérieusement, quelqu'un qui suit l'actualité en ce moment, il n'y a pas une journée où on n'a pas une annonce du genre Ford, finalement, va laisser tomber ça pour produire des Super Duty, entre autres en Ontario. Parce que là, aux États-Unis, personne ne veut des trucks électriques. Fait qu'ils transfèrent une partie de la production en Ontario. Tu te dis, OK, parfait. Après ça, on a Volvo qui annonce que finalement, on aimerait ça produire plus d'hybrides, parce que là, tout électrique, il y a des problèmes avec ça. Et là, c'est chaque jour, il y a un article dans le journal. Si vous suivez l'actualité, les gens qui font le moindrement de revue de presse, chaque jour, le marché envoie des signaux comme quoi que cette espèce de lubie-là 2030-2035, elle n'est pas réalisable, elle est impossible. Même si on mettait tout l'argent du monde là-dedans, c'est impossible. C'est clairement pas là qu'on s'en va, mais les politiciens, eux, ils ne prennent pas acte de ces signaux-là. On dirait qu'ils sont dans un autre monde, en fait. Rapidement, c'était quelque chose qui était déjà visible depuis 4-5 ans. Si tu portais attention, regarde Toyota. Toyota n'a jamais parlé que tout allait électrique. Toyota ont toujours gardé un edge, ils ont toujours dit non, on a une division électrique, tout ça, mais ils n'ont jamais statué. Tu remarqueras qu'il y avait déjà des signaux comme quoi que ça n'allait pas aller vers le tout électrique, mais ça, c'est un culte, là, cette histoire-là de véhicules électriques. Remarque là, que la plupart des gens qui sont comme les porte-étendards des véhicules électriques, souvent, c'est des gens qui détestent pas qu'ils détestent la voiture, mais c'est pas des advocates de l'industrie de l'automobile en général. C'est toujours une espèce de. C'est une transition vers quelque chose d'autre, en général. Fait que ça,
je pense que ça a toujours été somehow assez évident, mais étant donné que les gens s'écrasent souvent sur le poids du narratif populaire, puis dans l'économie, c'est vrai, c'est plus vrai qu'ailleurs même. Puis, tiens, je pense que le graphique que je mets à l'écran, là, qui est un ETF qui est en bourse, qui suit justement un indice par rapport au Global Clean Energy. Là. Fait que tous ces investissements-là qui ont été gouvernementaux beaucoup, parce que oui, il y a des entreprises qui investissent dans les éoliennes, dans les parcs solaires ou peu importe, mais c'est une industrie qui est hautement subventionnée. Puis, Jonathan l'a dit tantôt, il y a quelques années, 2 à 3 ans, on avait l'impression que finalement, là, le jello est en train de pogner. On le voit un peu sur le graphique. Là. Après 2019-2020, il y a eu des rendements tout simplement incroyables pour ces fonds-là. Mais ça s'est écroulé petit à petit parce que quand les politiciens ont imprimé de l'argent en innocent avec toutes sortes de programmes, ben, ils ont mis leur sauce verte à ça. Mais ils se sont créés aussi des déficits qui sont gigantesques. Puis là, veut pas, un peu partout sur la planète, on commence à couper. Puis une des places que tu dois couper, on l'a vu dans le dernier budget Legault, on doit couper dans les subventions vertes, veut pas, parce que c'est là que le gros du cash est allé dernièrement. Puis ce que tu te rends compte, c'est qu'un portefeuille comme ça, depuis 2008, ça a fait des rendements négatifs. Hey, c'est beaucoup, là. Le marché a fait x3 depuis. Là. On parle de 16 années de rendement négatif global. Fait que oui, il y a eu une belle ride 2020, mais les 16 dernières années, tu n'as pas un rendement positif avec ce type d'investissement-là. Donc, pour un investisseur privé, tu n'as pas fait d'argent avec ça, malgré la tonne de subventions qu'on a données à ces entreprises-là. Puis, le marché a viré d'une manière quand même très récente. Là. Les rendements sur un an sont de moins 26 %. Les rendements annuels sur 3 ans sont de moins 16 %. Là, sur 5 ans, ils sont positifs parce qu'il y a eu ce coup-là par en haut en 2020. Mais pensez-y, là, le marché est en train de larguer tranquillement pas vite ces affaires-là. Et le Québec double ses investissements alors que tout le monde est en train de se sauver. Là, l'autre phénomène là-dedans sur le graphique que tu as montré, Yann, je pense c'est que qui correspond aussi à ce qui aidait beaucoup structurellement ces investissements-là, c'est les bas taux d'intérêt. Là. Les bas taux d'intérêt, donc les compagnies pouvaient premièrement, les gouvernements empruntaient à des taux ridicules, donc pouvaient se permettre de faire des déficits pour soutenir cette industrie-là. Ces entreprises-là pouvaient s'endetter et soutenir une production d'un produit qui n'avait pas tellement de demande. Ça, c'est aussi vrai dans les véhicules électriques que dans le solaire. Et à partir du moment que les taux d'intérêt réels montent puis que les gens peuvent placer garantie à 5, 6, 7 %, mais c'est quoi l'intérêt? Parce que je me rappelle, je veux dire, je regardais, il y avait bien des offerings, des offres parce que ça a toujours été un peu le edge des investissements green. Il y avait ils appellent ça des green bonds, là, des obligations vertes où tu pouvais acheter des obligations vertes dont le rendement était plus élevé que, mettons, les bons du Trésor. C'est ça qui a poussé la Caisse et toutes ces niaiseries-là à investir, dans toutes ces niaiseries-là, parce que c'est la recherche du rendement. La recherche du rendement te pousse à faire des investissements plus risqués. Or, le moment où les taux d'intérêt montent et que les obligations retournent des montants qui sont des rendements qui sont de 5, 6, 7 %, ben là, ces investissements-là plus risqués, puis c'est vrai dans la technologie aussi, deviennent soudainement beaucoup moins attractifs. Là. Fait que ça, je pense que c'est un autre volet. Là. À partir du moment, Warren Buffett il disait quand la marée baisse, tu vois qu'il nage pas de maillot, ben ça, c'est un bon exemple. Puis ce qui encourage les gens à se baigner pas de maillot, ben, c'est justement l'afflux d'argent gratis, pas cher. Quand tu regardes quand on dit 2019-2020, ça avait monté pour de vrai. Cet indice-là, ben, je prends l'ETF qui est une approximation de l'indice, là. En 2019, avait monté de 43 % puis en 2020, de 141 %. C'est une industrie qui est extrêmement dépendante aux faibles taux d'intérêt et à l'afflux d'argent public. La journée que tu coupes le robinet, ben, ça plante. Ouais, c'est de l'argent public, Yann, mais on le dit peut-être pas assez souvent. C'est le public s'arrange via de la réglementation pour favoriser ce marché-là, même pour quasiment interdire l'autre. Là, tu regardes l'histoire de Lyon Électrique, tu te dis, OK, mais là, ils passent des règlements pour forcer les villes à acheter des flottes d'autobus électriques. Donc là, à partir de, je ne sais plus trop quand, je sais qu'à Lévis, ils ont racheté prématurément, par exemple, des bus au diesel avant d'être obligés d'en acheter des électriques. Là. Donc là, il passe. Dans le fond, le gouvernement dit voici quel est le bon producteur, quel est le bon joueur. On va passer de la réglementation pour que vous soyez obligés d'acheter ces produits. Puis en plus, on le subventionne ou on l'aide via différents programmes d'aide de différents paliers de gouvernement. Si malgré tout ça, ça ne marche pas,
ça devrait être un signal clair, net et précis que tu tires ça à plug, puis c'est terminé. Là. C'est incroyable. C'est Mais ce que tu parles, je pense que c'était plus évident encore. Je sais qu'ils le font dans les autobus de ville, de transport, tout ça, mais c'est Scolaire qui a été majeur. Scolaire, ils ont eu vraiment un gun sur la tempe, là, par la quelques transporteurs, là, puis eux, ils ont vraiment, à la dernière minute, ils se sont tous garochés pour acheter. Puis ils avaient fait ça avec les camions. Rappelle-toi, les camions, il y a une dizaine d'années, je pense, ils avaient obligé l'urée, une espèce d'additif dans pour le diesel. Ouais. Là, toutes les compagnies de transport s'étaient garochées pour acheter la dernière génération qui n'allait pas avoir ce coût additionnel-là. Parce qu'à la fin de la journée, c'est des coûts additionnels là, pour les transporteurs. Mais l'histoire de Lyon, puis rappelle-toi, il y avait comme presque tué un autre producteur québécois qui est à Drummondville, je ne me souviens jamais de son nom. Donc, c'est vraiment choisir les gagnants et les perdants. Ça, c'est fascinant là, à quel point, puis comme tu l'as dit, Frank, malgré tout ça, malgré tous les avantages, tu réussis quand même parce que ça s'en va à zéro. Là. Lyon, c'est terminé, ça va faire faillite. Là. C'est une question de temps. Là. Pas sans que les actionnaires aient eu le temps de vendre leurs actions, par contre. Non, écoute, vous avez le temps encore. Là, Taiga s'est rendu sur le marché privé, puis ça vaut quoi, je pense, 10 cents. Là, mais bref. Ah, c'est incroyable. Mais écoute, peut-être en terminant, avant qu'on se laisse, est-ce que tu penses que... C'est parce que là, beaucoup de gens fondent de l'espoir en Poilievre. Ils se disent, là, Trudeau, on arrive au bout de tout ça. Est-ce que tu penses parce que Poilievre, c'est quand même un des gars qui a l'air le plus au courant de trucs économiques qui ne sont pas nécessairement parlés dans les journaux tous les jours. Les autres politiciens, on dirait qu'ils réagissent. Ça a été un des premiers au Canada à parler d'inflation. Tous les médias disaient que c'était un fou. Finalement, aujourd'hui, ce qu'il racontait en 2021 est quasiment devenu l'opinion dominante qui s'est implantée sans que personne finalement s'excuse. Est-ce que tu penses que ce qu'on a jasé au début, puis toute l'histoire de l'électrique aussi, puis de l'énergie, les commodités canadiennes, est-ce que tu penses que c'est de quoi qui... Es-tu au courant de ça ou ça y passe 10 pieds par-dessus la tête? Non, je pense qu'il est au courant. Pierre Poilievre, c'est un gold bug. Là. Moi, je l'ai déjà rencontré plusieurs fois. Puis je pense que c'est un fan d'or, c'est un fan de Bitcoin, tu l'as vu, il en a parlé. Je pense qu'il comprend. Puis d'ailleurs, moi, depuis les dernières années, moi, je suis très white pill. Là. Je ne suis pas black pill. Bon, toi, Yann, t'es red pill, c'est parfait, on a tous besoin des red pills. Mais moi, je suis très, très bullish sur... il y a énormément de défis, mais je pense que tu as comme un... Puis évidemment que les politiciens, c'est pas des sauveurs. Là. Je pense qu'il y a une marge, il y a une ligne à respecter. Puis il faut toujours être sceptique des politiciens, mais il y a quand même un discours majoritaire de ce que j'appelle la nouvelle droite. Puis Pierre Poilievre, ça en fait partie. Millet, c'est quand même je pense que c'est des champions de cette nouvelle droite-là qui est très économique sur l'économie libérale classique. Donc, l'idée, puis à mon avis, la plus grande surprise, c'est l'idée, justement, qui est de plus en plus, je pense, mainstream, que les déficits et l'impression de monnaie par les banques centrales, ben, ça crée l'inflation. Puis ça, avant, personne ne parlait de ça. Rappelle-toi, Yann, il y a 10 ans, 15 ans, Ron Paul parlait de ça. Quelques Goldbug, puis je donne le crédit à Maxime Bernier, parce que je me rappelle, dans les années 2010, il écrivait des articles sur la Banque du Canada, mais personne ne portait attention à ça. Ben, c'est qu'il n'y en a pas eu pendant un bout. Fait on est tombé d'une zone de confort où est-ce qu'on se dit, finalement, les vieux textbooks d'économie ne fonctionnent plus. Alors qu'on ne réalisait pas qu'on avait des gains de productivité incroyables, notamment parce pas qu'on exportait, mais on avait déporté des emplois à l'extérieur. La Chine exportait sa déflation vers nous. Donc, on avait vraiment un break. Mais sans se rendre compte qu'on avait un break. Fait que là, quand on est arrivé en 2020, on s'est dit, écoute, on peut continuer à faire la fiesta. C'est pas grave, il n'y en aura pas d'inflation. Ouais, c'est pas vrai. Fait que là, c'est ça. Fait que là, tout ce pan d'économistes-là, les Stiglitz, Krugman, ont comme été tous des banques. Puis là, tu as des porte-étendards comme Elon Musk qui répète ces discours-là. Elon Musk retweet des affaires de Rothbard. Là, genre, c'est quand même assez beau. En termes d'anarcho-capitaliste, je veux dire, c'est assez... je pensais jamais qu'on allait avoir ce genre comment je dirais, d'exposure-là. Puis à la base, c'est des bonnes idées économiques. C'est des idées économiques saines, justement, d'assainir les finances publiques, puis de simplifier l'équation économique. Je pense que les contribuables, puis l'idée que les gens réalisent ça lentement mais sûrement, parce que je pense que c'est ça. Tu as les économistes dans les médias, dans les grands médias qui te disent une chose. Non, il n'y a pas d'inflation. Là, tout le monde sait qu'il y a de l'inflation. Cette espèce de... Il y a une espèce de gaslighting généralisé sur l'économie. Puis je pense que ça n'a plus son effet. Avant, il y avait, je pense, ça, c'est l'Internet, c'est les médias alternatifs, c'est vous autres, c'est moi.
de manière agrégée, là, tout ça, ça fait en sorte que comme je te dirais, il y a un éveil mondial de la nouvelle droite qui est très, très, très bullish. Puis évidemment, est-ce que des porte-étendards comme Poliev, Milei, tu sais, tu as Trump aux États-Unis, mais Trump a tellement des mauvaises idées économiques que c'est un autre game. Mais tu regardes autour de lui, Vivek Ramaswamy, c'est un gars, c'est vraiment de la nouvelle droite. Je pense que tu as quand même des porte-étendards là-dedans qui sont vraiment, vraiment intéressants. Il faut garder un certain... Milei est important dans l'histoire parce que, tu sais, je veux dire, il arrive au pouvoir avec du 140 d'inflation. Le dernier mois d'inflation avant qu'ils prennent le pouvoir, c'était comme 25 en Argentine. Puis il a coupé les dépenses publiques de 28 Il a affiché ses premiers surplus budgétaires. Fait que, tu sais, il fait textbook la recommandation extrême, on va dire, parce qu'il hérite d'un héritage c'est une thérapie de extrême. choc. Donc, il applique une thérapie de choc extrême. Les seules choses présentement que les détracteurs peuvent dire, c'est qu'il y a plus de manifestations, il y a plus d'inégalités de la richesse, et la pauvreté semble monter un petit peu parce que les serviteurs publics ont moins d'argent dans leur poche. Je veux dire, c'est parce que c'était ça qu'il fallait faire. Mais le résultat est que l'inflation a chuté dramatiquement. Donc, si l'impression d'argent ne créait pas d'inflation, expliquez-moi pourquoi, quand tu as de l'inflation extrême, si tu coupes les dépenses publiques de manière extrême, l'inflation baisse drastiquement. Je veux dire, les textbooks fonctionnent encore au niveau économique. Il faut juste se rappeler qu'ils existent. Non, exact. Puis tu sais, on en parlait en coulisses avant le show qu'il y a certains pans de l'économie québécoise que c'est similaire à l'Argentine là, en termes de red tape, comment je dirais, d'obstacles réglementaires. Parce que c'est ça, là, l'Argentine. Là. C'est le modèle québécois x10. Le péronisme, il y a des pans économiques, il y a des pans complets de l'économie qui sont subventionnés, il y a des industries qui sont contrôlées, tu ne peux pas échanger la devise comme tu veux, les importations sont contrôlées, les exportations. Bref, tout est contrôlé par une espèce de caste. Puis là, souvent, ils disent « Ouais, mais l'Argentine, c'est pas comparable au Québec. » C'est faux. Il y a certains pans de l'économie québécoise puis du dôme là, qui sont très, très similaires à l'Argentine. Puis c'est pour ça que la solution est la même. Là. Il n'y a pas de... Moi, je dis, Afuera QC, Afuera Québec, c'est exactement ce qu'il faut faire. Il n'y a rien à gagner à tenter de viser genre les indécis au centre avec des solutions, tu sais, black tie, puis avoir un... La solution, c'est Afuera. C'est des pans entiers de cette économie subventionnée-là qui doivent être éliminés. Il y a une chier de fonctionnaires qui doivent être mis à porte, des départements complets qui doivent être éliminés. C'est juste la réalité. C'est pas que ces gens-là sont pas fins, c'est pas que ces gens-là sont pas compétents. La plupart sont peut-être compétents, mais c'est inefficient dans le cadre du système actuel. Mais c'est ça qu'il faut faire. Puis il n'y a pas d'autre moyen de le dire qu'elle avait une chainsaw dans les airs. C'est plate, mais c'est ça. Bon mot de la fin. Wow. Ce sera le mot de la fin. Hey, je te remercie, Jonathan, d'avoir été avec nous autres. On renvoie les gens à ton blog. Donc, je le rappelle, bon, vous pouvez l'atteindre en faisant l'extrême-droite.com. Sinon, vous cherchez JML Substack. Donc, vous allez le trouver direct sur Google. C'est le premier X, loin. Là. X, là, je disais toujours Twitter, mais là, j'ai accepté qu'on dit X maintenant. Ouais. J'ai accepté. C'est un gros move de Musk, ça. Mais ouais, c'est ça. Fait qu'on renvoie les gens à ton blog. Il y a un texte qui apparaît une fois de temps en temps. C'est toujours des trucs assez cherchés comme ça. Fait que c'est bien intéressant pour les gens. Puis, ben écoute, on s'en reparle bientôt. Plaisir, merci. Yes.